Bon, bien, écoutez, on va démarrer à l'heure parce qu'on a un programme un petit peu chargé. Donc, les retardataires vont nous rattraper en cours de route. Bienvenue à tous, d'une part. Donc, avant toute chose, petite précision, le support vous sera envoyé à l'issue de la présentation. Et comme je viens de le dire, je vous invite à bien couper vos micros de façon à ne pas faire d'interférence. Pour nous présenter aujourd'hui, c'est Marie-Thérèse Gestin et moi-même, Claire Nicoletti, qui coordonneront, qui animeront ce webinaire pour le compte donc, du réseau GESAT. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, en 2 mots, le réseau GESAT, nous sommes la tête de réseau des ESAT et des entreprises adaptées et notre mission, c'est de faciliter la mise en relation entre des donneurs d'ordre, privés et publics, et des prestataires ESAT et entreprises adaptées du territoire. Donc l'objectif de cette matinée, de cette heure, ça va être de vous faire découvrir la filière communication et impression à travers une brève présentation de la filière et puis différents témoignages. Pour vous expliquer aussi qui nous sommes, Marie-Thérèse et moi-même, donc Marie-Thérèse est responsable marketing et offre métier côté pôle ESAT et entreprises adaptées. Marie-Thérèse, je te laisse dire un petit coucou. Marie-Thérèse, hop. Bon, alors j'enchaîne. Et puis moi, je suis responsable des relations partenaires côté réseau GESAT. Alors, le programme de cette heure à venir, tout d'abord, on va démarrer donc par un bref panorama de la filière au sein des ESAT et des entreprises adaptées. La première intervention qu'on aura sera Altavia de Lille et l'entreprise adaptée Altereos qui vont nous parler de leur partenariat réussi donc autour d'une prestation liée à la communication. On parlera ensuite communication digitale avec l'entreprise adaptée Nova5Co. Et puis ensuite de support publicitaire en fabrication propre, made in France et local avec l'ESAT Cedatra. Et nous finirons avec l'entreprise adaptée Copyvert qui viendra nous parler de l'importance de la certification dans la filière de l'impression. En préambule, je pense que nous avons beaucoup d'entreprises aujourd'hui parmi nous et vous êtes certainement là parce que vous êtes... Alors, on a un micro qui est ouvert. Si vous pouviez, s'il vous plaît, couper au micro. Merci. Aujourd'hui, une grande partie d'entre vous certainement est là parce que vous êtes engagés dans une démarche RSE. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 67% des entreprises qui sont engagées dans une démarche RSE et à ce titre entreprennent des actions et notamment le recours à des partenariats avec les ESAT et les entreprises adaptées. Et en quoi ces prestataires apportent une réponse aux enjeux de la RSE? D'une part, il y a une réponse sociale qui est assez évidente puisque ce sont des prestataires qui sont pionniers en matière de qualité de vie au travail et acteurs de l'inclusion. Donc, ils vont favoriser l'insertion et la montée en compétences des travailleurs en situation de handicap. Il y a un volet environnemental dans le recours aux ESAT et entreprises adaptées. On va le voir aujourd'hui puisque ce sont des ambassadeurs du Made in France et des circuits courts. Et puis, il y a un volet économique aussi, puisque ce sont des acteurs économiques locaux et qu'ils représentent sur certains territoires d'importants prestataires de services et d'importants employeurs. Alors, pour démarrer, nous allons vous faire un petit zoom sur la filière communication et impression. Voyons tout d'abord l'impression. Qu'est-ce qu'on entend dans les métiers de l'impression? Qu'est-ce qui existe derrière cette filière-là? Donc, on a de l'impression, on a de la reprographie et on a du marquage. On va également trouver tout type d'impression, donc de l'offset par exemple, du numérique, mais également du façonnage, de l'encartage et tous les métiers qui sont finalement un petit peu dérivés et liés à l'impression. Donc, vous pouvez par exemple faire imprimer des affiches, des supports publicitaires, des catalogues, des livres, etc. Tout type de documents sont imprimables et ces prestations-là existent et sont répandues dans le secteur protégé et adapté. Sachez également, donc là je parle beaucoup pour les entreprises, mais les ESATEA auront la possibilité donc de parler de tout ça aussi après. Il y a une grosse capacité volumétrique dans le secteur. Il y a des groupements qui existent, il y a beaucoup de travail en co-traitance qui se fait dans cette filière métier spécifiquement. Et de ce fait, il y a une capacité à répondre dans des délais très courts à des quantités intéressantes de production. Pour vous donner un aperçu un petit peu plus précis, ça représente aujourd'hui cette filière impression, reprographie, marquage, 324 prestataires au niveau national, dont 71 sont sur des travaux plutôt de marquage et 279 qui sont sur des travaux d'impression au sens un petit peu plus large. Le deuxième grand volet qu'on va aborder aujourd'hui,
également, c'est la filière communication / marketing / événementiel. Alors, pour les présenter un petit peu les trois différemment, on a donc des prestataires qui vont proposer des prestations d'événementiel, c'est-à-dire de l'organisation d'événements qui peut aller de la location de salle jusqu'à la coordination de l'événement, voire même la création, par exemple, de spectacles, de décors ou de costumes. Dans les métiers de la communication, on va retrouver tout ce qui a trait à la PAO, à la création graphique, à la personnalisation également d'objets publicitaires, des structures qui sont de réelles agences de communication, que ce soit de la communication classique ou de la communication web. Tous ces métiers-là, aujourd'hui, sont représentés dans le secteur. Puis, il y a un dernier volet qui est parfois un petit peu méconnu, c'est le télémarketing. Sachez aussi qu'il y a une offre métier de gestion des appels entrants, de gestion des appels sortants, pour mettre à jour des bases de données, pour assurer du service après-vente, par exemple. Là encore, une idée un petit peu de volumétrie, de nombre de prestataires positionnés sur ces différents pôles. Sur l'événementiel, on a à peu près 170 structures. Sur la communication, on a un peu plus de 200 structures. Et sur le télémarketing spécifiquement, on a une 50aine de prestataires qui interviennent sur ce type de prestations. Je vais passer la main à Marie-Thérèse maintenant. Oui. Alors donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution un petit peu qu'on peut constater sur ces deux secteurs, enfin sur ces deux pôles de compétences, à savoir donc la communication et le milieu de l'impression, c'est que il y a de plus en plus d'offres à forte valeur environnementale qui se créent dans une démarche surtout d'économie circulaire. Il y a notamment donc une attention portée sur les matières et les matériaux utilisés. Et par conséquence, donc des exigences accrues côté aussi fournisseurs. Donc, davantage sur des produits qui sont faits en matière recyclée, avec de plus en plus de certifications à l'appui, avec le grand classique qu'on retrouve, les logos, les certifications classiques qu'on retrouve, c'est PEFC, FSC pour le bois, le papier utilisé, mais aussi sur tout ce qui va être textile, l'utilisation davantage des certifications comme Ecotex, GOTS, ou pour l'impression Imprime Vert et Ecovadis, mais on aura l'occasion du coup de revenir sur ces éléments lors des présentations qui vont suivre. Il y a aussi donc une attention qui est portée dans la gestion des déchets qui est produit, avec de plus en plus de filières fléchées dans le traitement des déchets produits, avec des consommations qui sont sur des consommations plus responsables des matériaux, avec la réutilisation des chutes, de certains produits, des commandes en gros. Et on a vraiment une attention en tout cas qui est portée sur cette gestion des déchets. Un troisième point qu'on peut soulever, c'est l'essor, bien évidemment, de l'upcycling dans le milieu de la communication et la transformation, la revalorisation des matériaux. Ce sont bien souvent des solutions qui viennent se créer aussi en proximité et qui permettent de privilégier dans certaines filières, par exemple la filière textile, la relocalisation de certains métiers, de savoir-faire artisanal et industriel. Voilà un petit peu globalement les trois points que je souhaitais soulever. Et pour faire un zoom un peu plus précis sur la partie, sur les métiers de l'événementiel et de la communication digitale, on peut noter la création, l'essor de nouveaux métiers en réponse aux nouvelles obligations légales, avec la création, par exemple, de postures de référents en accessibilité numérique. C'est former, tutorer des travailleurs qui vont travailler en régie et qui vont du coup apporter qui vont adopter une nouvelle posture auprès des entreprises et apporter aussi de nouvelles réponses dans ces domaines. Et puis pour finir, on a aussi beaucoup d'innovations qui se créent, où on va utiliser, où les prestataires vont utiliser des technologies de pointe pour pouvoir développer des offres qui vont parfois aussi être co-brandées. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les grandes évolutions, les petites tendances qu'on constate, qu'on aperçoit sur ces prestations-là. Merci Marie-Thérèse. Alors, avant d'introduire nos prochains intervenants, juste un petit mot, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les prendrons soit au fil de l'eau en fonction de la nature de la question, soit on a un temps prévu pour les questions-réponses en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à les communiquer.
Alors, je vais maintenant demander à Thibaut, Laurent et Alain d'ouvrir leur micro, puisque nous allons revenir donc sur un partenariat réussi entre Altavia Lille et Altereos, une entreprise adaptée. Et je vais peut-être laisser tout d'abord Thibaut, qui est responsable RSE pour Altavia, introduire finalement cette présentation en disant 2 mots sur Altavia. Et puis ensuite, on parlera plus concrètement du projet dont il est question ici. Oui, merci beaucoup Claire. Du coup, je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de temps pour laisser un maximum la parole à Alain et Laurent. Mais du coup, comme disait Claire, donc moi je travaille au sein du groupe Altavia en tant que responsable RSE. Et donc nous, on est organisé en fait comme une fédération d'agences de communication, de print management et de créativité, donc en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Et donc moi, je fais partie de l'équipe RSE au niveau groupe qui est en charge le pilotage d'un grand nombre de sujets liés au développement durable. Comme notre impact environnemental ou l'accompagnement de nos différentes agences sur certaines certifications qui viennent d'être évoquées notamment. Et du coup, chez Altavia, en fait, on a conscience que la façon que nous avons d'acheter des produits et des prestations, c'est un de nos principaux leviers de changement dans la société et que comme on n'est pas fabricant nous-mêmes, c'est par nos achats qu'on peut orienter les choses, faire des choix, avoir un impact positif pour l'homme avec un grand H et la planète. Et du coup, par notre démarche de RSE, on va apporter des réponses concrètes aux grands enjeux sociaux et environnementaux de notre époque, comme la lutte contre les inégalités ou le changement climatique. Et du coup, pour aller dans ce sens-là, on a développé il y a plusieurs années maintenant notre démarche d'achat responsable au niveau sociétal que nous appelons le positive sourcing. Et donc pour nous, en fait, il s'agit de maximiser l'impact social positif de nos achats. Et du coup, dans les faits, ça veut dire qu'au-delà des critères de qualité, de coût et de délai, on a notre cahier des charges, des critères de préférence pour l'allocation de commandes. Et il y a par exemple des certifications environnementales, hein, comme le disait Marie-Thérèse tout à l'heure, qu'on va rechercher. Mais en ce qui concerne le positive sourcing, on va surtout se focaliser et prêter attention au profil des fournisseurs afin de voir si, en plus de répondre à des besoins clients et des attentes du marché, on peut avoir également une collaboration qui a vraiment beaucoup de sens au niveau humain. Et donc, par exemple, est-ce que le fournisseur se trouve dans une zone, dite défavorisée, où le taux de chômage serait élevé? Ou alors est-ce que c'est une TPE, c'est-à-dire une petite entreprise qui a un maillon essentiel du tissu économique local et de l'innovation? Et bien sûr, est-ce que c'est une structure qui agit pour l'insertion et le maintien dans l'emploi et la société des personnes en situation de handicap? Donc, est-ce que c'est une EA ou un ESAT? Et du coup, à travers cet objectif, nos agences, nos business units, elles construisent localement des relations de confiance avec des partenaires EA ou ESAT qui font un travail de grande qualité, qui ont à cœur de prouver leur valeur, leur efficacité. Et du coup, je vais laisser la parole donc à Laurent d'Altavia Lille et puis à Alain d'Altereos qui vont vous parler plus concrètement de leur collaboration. Merci Thibaut. Eh bien oui, passons directement. Donc voilà, je vais vous laisser peut-être une petite seconde, Alain et Laurent, pour vous présenter également et dire quel est votre lien finalement, tous les deux. Alors bonjour à tous, moi donc je suis Laurent. Là. Je suis fabricant à la BU de Lille, l'agence de Lille Altavia depuis 7 ans. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alain pour effectivement développer un partenariat. Donc c'est vrai que comme le disait justement Thibaut, la volonté du groupe date il y a quelques années. Hein, depuis 2015, on avait déjà la volonté de se rapprocher effectivement d'entreprises adaptées pour pouvoir développer effectivement du business. Donc par rapport à Altereos, alors comment effectivement on s'est rapproché d'Altereos? Alors à l'époque, c'est vrai que en ce qui me concerne au niveau de mes dossiers, je travaillais beaucoup avec le monde carcéral. Voilà, c'était déjà effectivement un positive sourcing, mais bon, c'était trop contraignant au niveau des rendez-vous. Je trouve que c'était pas assez souple, etc. Et ensuite, en parallèle, on a Alain qui a pris contact avec nous. Et puis, ça s'est relativement bien passé. On a fait des essais en interne tout départ, parce que c'est vrai qu'effectivement, par rapport aux personnes, il faut que le travail puisse aussi convenir. Et ça fait effectivement 5 ans que l'on travaille ensemble. Il y a une certaine souplesse par rapport à une régularité dans le travail, une qualité de prestation qu'on a pu effectivement développer ensemble. Je les ai
assez souvent bousculés quant au délai, ils ont toujours répondu présent. Il y a ça aussi qui est super important. Alors, au niveau des forces, forcément, il y a la proximité. C'est ce qui a fait effectivement notre partenariat. Forcément, il y a eu forcément de ça au niveau de la proximité. Il y a eu un bel échange avec les responsables d'atelier pour améliorer le process en interne, les supports en termes d'efficacité et de facilité pour les personnes qui interviennent effectivement aussi dans l'entreprise. Il y a le côté aussi simplicité, convivialité dans le travail. Ça, moi, je trouve ça assez admirable. Le fait de se déplacer sur place, vous sentez que les gens prennent de l'importance, vous leur donnez du travail et il y a le côté humain qui est hyper important, je trouve. Alors, les travaux, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais des travaux qui étaient un petit peu plus complexes. Alors, du coup, Alain et les responsables d'atelier choisissaient comme des personnes avec plus de dextérité et ensuite plus d'habitude. Donc ça aussi, c'était intéressant. Il ne faut pas aussi oublier que le côté compétitif aussi en termes de tarifs est là aussi, en plus de la part humaine, quoi. Voilà. Oui, ça c'est important parce que c'est quelque chose qu'il y a un préjugé quand même souvent de dire que ce sont des prestations qui coûtent plus cher et pas nécessairement. Oui, alors c'est vrai qu'en termes de prestations, je mets quand même du monde carcéral qui a effectivement tendance à avoir des prix relativement bas, mais on a su trouver un terrain d'entente avec Alain en termes de tarifs aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, hein, la rentabilité elle est là aussi, mais c'est vrai que le facteur humain en plus, comme le disait justement tout à l'heure Thibaut, il est là, quoi. Et c'est vraiment ce que je ressens là-dedans quand je travaille effectivement avec Altereos, en tout cas. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot sur le projet qu'on voit affiché, là, on voit certaines photos, nous dire un petit peu de quoi il s'agit entre vos deux organisations? Oui, alors là, on est sur le. Alors, moi, je confiais à Alain, tous les mois, il y avait deux dossiers récurrents, donc 12 fois par an. Qui était effectivement une partie de conditionnement, de colisage, mais il y avait aussi une partie de montage, de collage, qui demandait quand même une certaine dextérité par rapport au résultat final, et ils ont su répondre présent, quoi. Donc là, on est sur des escaliers caisses, en tout cas, qui sont dédiés à être en magasin dans des supports métal. Donc c'est une mousse, effectivement, qui est une mousse avec un contre-collage, et ensuite il y a quand même de l'assemblage, il y avait une dépose d'étiquettes, de pastilles au niveau des empreintes, donc voilà, il y avait quand même un travail, une belle organisation comme à prévoir. Donc là, j'allais souvent au bon à Colisée, et on mettait ça en place ensemble, quoi. Pour compléter ce que dit Laurent, ce qui est intéressant chez nous, c'est que nous sommes 330 salariés en tout, et en fonction du type d'opération, on va sélectionner le bon opérateur. On a des opérations très minutieuses qui demandent vraiment une très grande précision dans les opérations que l'on fait pour Altavia. Donc, ça sera certains opérateurs, et tous les mois, ce sont les mêmes opérateurs. Donc, on acquiert là aussi une montée en compétences et une connaissance des produits. Et ce que disait Laurent, effectivement, on prend un grand plaisir à travailler avec lui, et cette proximité, cette validation à chaque démarrage de production des colis à réaliser. Et puis, effectivement, nous, on est en bout de chaîne, et bien souvent, un des fournisseurs d'Altavia prend un peu de retard. Donc, nous, le délai qui était prévu à 2 semaines ne passe qu'à 1 semaine. On a toujours trouvé des solutions. On est très réactif. Il y a parfois l'image un petit peu négative d'une entreprise adaptée qui ne pouvait pas réagir rapidement. Au contraire, on a toujours trouvé des solutions pour augmenter les heures de travail, mobiliser plus d'opérateurs en interne. On a toujours tenu les délais. Ça aussi, c'est important à noter. Oui, excuse-moi Claire, excuse-moi. Ce que je ne retrouvais pas effectivement au niveau du monde carcéral, j'ai eu effectivement des problèmes. Et effectivement, au fur et à mesure des mois et des années, on a amélioré les produits pour faciliter, etc. Donc on a vraiment mis un process en place, et c'était super intéressant, quoi. Et effectivement, c'est très important. Nous, on aime bien que le client vienne nous rendre visite dans nos ateliers lorsqu'on est en cours de production, notamment pour les opérateurs. Les opérateurs sont gratifiés de voir que le client vient sur place, voir comment se passent les opérations. C'est toujours vraiment un partenariat gagnant-gagnant qu'on arrive à mettre en place. Merci à tous les deux. Et donc, au-delà de cette prestation que Altereos fournit à Altavia et qui, on l'a bien compris, satisfait tout le monde, vous, Altereos, vous apportez également une réponse RSE à Altavia. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus finalement sur quelle est cette réponse RSE? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à Altavia en plus de la prestation? Tout d'abord, nous sommes agréés entreprises adaptées, donc ça rentre complètement dans les objectifs d'Altavia de développer le partenariat ESAT-EA. Nous avons,
vous voyez sur le slide beaucoup d'engagement. L'engagement social, bien évidemment, c'est accompagner des personnes fragilisées par handicap. Nous avons 330 salariés, ce sont des contrats, effectivement des CDI, on les accompagne, les gens restent chez nous jusqu'à leur retraite. Notamment, on a des activités pour Altereos et Altabia, c'est le secteur industriel. Nous avons également un secteur tertiaire de numérisation de documents, de gestion d'appels téléphoniques. Sur le plateau téléphonique, on a des personnes qui partent à la retraite, alors qu'un call center classique, bien souvent, il y a un turnover très important. C'est également notre statut juridique. Nous sommes une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc là aussi, on rentre dans un engagement économique sur le territoire de Tourcoing, favoriser l'emploi sur Tourcoing. Et on a également, alors ça, ce sont des engagements RSE qui sont forts chez nous. On a également des engagements qualité importants. On n'oublie pas que la qualité est vraiment au cœur de tous les métiers qu'on développe et de toutes les prestations. Et nous sommes notamment certifiés ISO 9001 et ISO 27001 sur tout ce qui est protection des données personnelles. Voilà, en quelques mots, l'engagement d'Altereos. C'est parfait. Et du coup, de l'autre côté, Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, finalement, cette réponse-là, elle est aussi importante pour Altavia? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, vous, au quotidien, au-delà de la prestation? Votre micro est coupé, Laurent. Je ne sais pas combien il y a de choses dans la salle. C'est pas nous qui la gérons, la salle. Là, ça va? C'est bon? C'est bon. Pardon. Je dis, on rentre effectivement dans l'élément de réponse, c'est qu'on rentre dans une démarche d'Altavia en matière de positive sourcing. On est en plein dedans. On lutte effectivement là aussi, comme disait Alain, lutter contre l'exclusion et la discrimination au niveau des personnes. Ça apporte surtout un sens effectivement à nos achats. Ça, c'est effectivement en tant que donneur d'ordre, ça c'est primordial, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que ça devrait devenir presque obligatoire. À la fin. On propose aussi, donc par rapport à nous, notre positionnement par rapport à nos clients aussi, on peut proposer une offre commerciale qui est différenciante par rapport à, on se démarque en participant à l'économie solidaire, et ça, on peut communiquer ça auprès de nos clients par la même occasion, quoi. Voilà, c'est un petit peu mes éléments de réponse par rapport à ça. Bien, écoutez, merci à tous les trois pour votre intervention. Je vais, alors on avait aussi les différents agréments, labels et chartes de Altereos pour ceux qui voudraient en savoir plus. Et puis je vais repasser la main à Marie-Thérèse pour l'intervention suivante. Ton micro est coupé, Marie-Thérèse. C'est mieux avec le micro. Oui, donc on va tout de suite passer, on va accueillir donc l'entreprise adaptée Novacenco, donc au travers de Johan Amar, qui est président fondateur de Novacenco. Novacenco, c'est une jeune agence de communication qui communique notamment sur ce trio d'agréments unique, dites-vous, EA, ESUS et organisme de formation. Donc, Johan Amar, on va vous demander du coup à quels enjeux ça répond et quels objectifs pour cette jeune agence de communication. Bonjour, merci déjà au réseau GESAT de pouvoir me donner ce temps de parole. Je voulais également féliciter les intervenants précédents. Nous également, en tant qu'entreprise, en tant qu'agence de communication, on est souvent amené à travailler avec des imprimeurs notamment. Et je pense que c'est un bon contact et important pour nous également de partager des valeurs avec nos partenaires. Donc moi, je suis Johan Amar. Je suis effectivement le président et le co-directeur de l'entreprise Novacenco. Novacenco a été fondée en 2016 par ses cofondateurs qui sont monsieur et madame Voyman. Et j'ai repris l'entreprise en février 2019. Donc Novacenco, ça veut dire nouvelle chance en espéranto. Donc il y a vraiment tout un concept depuis sa création même autour de l'entreprise. Donner une nouvelle chance à qui finalement? Toutes les personnes qui sont en situation de fragilité, notamment les personnes en situation de handicap, pour lesquelles on voit trop souvent malheureusement que les portes du numérique peuvent être restées fermées en tout cas. Et ça, c'était important. Donc initialement, Novacenco, c'était une ESN, et même lors de l'obtention des agréments, on a dû prouver finalement qu'une entreprise dans les services numériques avait sa place dans ce monde en tant qu'entreprise adaptée. Donc en 2019, moi j'ai repris l'entreprise. On a fait un tour à 180 pour se reconvertir en agence de communication et de digital. Et c'est là en fait que la belle aventure a commencé, puisqu'on est passé de 1 salarié en mars 2019 et aujourd'hui on est une quinzaine.
Donc nous, pour revenir au trio justement des agréments, on est fiers aujourd'hui de pouvoir se dire être l'unique agence de communication agréée entreprise adaptée, ESUS et organisme de formation en France. Vous me demanderez pourquoi tous ces agréments. Hormis les aspects stratégiques, bien entendu, je pense que Novacenco, c'est une entreprise qui est pleine de valeurs, pleine de convictions, d'objectifs, toujours vouloir aller plus loin, et on se retrouve dans chacun de nos agréments. En tant qu'entreprise adaptée, on aurait pu penser finalement que notre simple objectif, c'est l'insertion de personnes en situation de handicap. Mais finalement, en fait, c'est qu'une étape pour arriver à notre objectif. Notre objectif, c'est de prouver que le handicap n'empêche pas le talent. Parce qu'une entreprise adaptée ouvre les portes aux personnes en situation de handicap, à la limite, c'est ce qu'il y a de normal. Mais nous, notre idée aujourd'hui en tant qu'entreprise adaptée, en tant qu'agence de communication, c'est finalement de communiquer suffisamment pour pouvoir amener les autres entreprises également, qui ne sont pas des entreprises adaptées, à casser justement ces nombreux clichés et appréhensions qui sont malheureusement trop présents. Donc, pour en revenir, on aurait pu s'arrêter au principe de se dire on va être une entreprise adaptée, on va donner des prestations à nos clients, mais on a voulu aller plus loin. Et finalement, encore une fois, venir prouver une nouvelle fois que le handicap n'empêche pas le talent, non pas seulement en faisant des prestations de qualité, mais également en allant former nos clients, donc leurs employés, les faire monter en compétences, leur apprendre nos métiers, et là leur montrer que finalement on est vraiment dans la capacité de pouvoir passer toutes les barrières, bien que le handicap peut être encore parfois victime de ces clichés-là. Donc l'avantage pour nos clients, il est assez important, parce que l'assemblage, on va dire l'alliance de ces trois agréments, finalement leur donne la possibilité de pouvoir venir prendre des prestations de qualité, mais également devenir acteur d'un monde meilleur de demain, et en bénéficiant de tous les avantages qu'il peut y avoir, que ce soit la réduction de la contribution à GFIP, que ce soit les avantages qu'on a lorsqu'on met en place des actions de communication sur le handicap, pareil sur la contribution à GFIP, ou éventuellement le financement des formations de leurs employés via les OPCO. Donc c'est vraiment une vision de gagnant-gagnant. Nos partenaires aujourd'hui, nos clients, bénéficient de services, mais également on leur donne la possibilité de se dire venez tester, ouvrez, soyez ouverts et vous ne serez pas déçus. Alors du coup, on comprend bien que c'est une offre assez complète et que cet agrément du coup organisme de formation vient ouvrir de nouvelles possibilités au travers de la formation et de la sensibilisation pour les entreprises que vous accompagnez. Au-delà de ça, donc vous proposez donc une offre complète. Hein, on a pu le voir sur les différents services. Je peux peut-être vous dire un mot sur les services que vous proposez de manière assez globale sur les prestations de communication. Bien sûr. Pour être assez bref, aujourd'hui, on a mis 3 pôles en place. Le pôle communication qui permet à nos clients finalement de se valoriser, de communiquer, de sensibiliser, d'informer sur des supports divers et variés, que ce soit sur du print, de la vidéo, du web, du motion design, via des objets de communication, des goodies. On a également donc un pôle digital sur lequel on propose de mettre en place des sites internet, des applications, du marketing en ligne, et bien entendu toujours en mettant en avant l'accessibilité numérique, puisque tous nos sites répondent donc au RGA. On a bien entendu cet aspect de formation sur lequel on a décidé finalement de former nos partenaires et nos clients sur les métiers du numérique et de la communication, mais pas que. On en parlera par la suite. Et enfin, le dernier, c'est vrai que voilà, on a mis en place pour avoir plus de facilité, vu qu'on est dans le digital, la communication, on s'est dit que c'était important de faciliter nos commandes. Et donc, on a mis en place un site boutique sur lequel les clients peuvent venir mettre en place et commander, que ce soit des goodies, donc des objets personnalisés de communication ou de la fourniture bureautique. Aujourd'hui, Novacenco, en l'espace d'1 an et demi, comme je disais, on est une jeune agence de communication. On compte quand même à peu près entre 400 clients et partenaires, dont des grands groupes français aujourd'hui et des petites et moyennes entreprises. Moi, je voudrais revenir sur un point là en lien avec le panorama qu'on a fait sur les métiers de la communication et notamment sur les nouvelles postures, les nouveaux métiers qui se créent au sein des agences de communication avec cette posture de référent auprès des entreprises sur les axes de sensibilisation et de formation.
avec du coup une pertinence dans la réponse, puisque il y a cet ADN, bien évidemment, en tant qu'entreprise adaptée, qui apporte une coloration particulière. Donc, c'est une nouvelle manière de répondre aux enjeux des entreprises, cette nouvelle posture. Est-ce que vous confirmez cette tendance pour Novacenco et si oui, comment ça se matérialise? Bien sûr, déjà, en faisant ce choix de se mettre dans les domaines de la communication et du numérique, l'objectif, c'était d'apporter également une nouvelle ère, une nouvelle vision de l'entreprise adaptée, mais également du salarié en situation de handicap. Nous, c'est grâce à l'effervescence de nos talents, et dont je suis fier d'ailleurs qu'on est aujourd'hui capable de proposer des offres sur mesure, des offres innovantes, mais toujours dans l'air du temps, en lien avec l'actualité. Je vais essayer de donner un exemple. Lorsque le confinement, le premier confinement est tombé, une grande partie du monde était quand même paralysée. Et nous, on a continué à travailler, à sensibiliser finalement. On voyait au travers des infos, lors de nos échanges, que finalement, les conséquences du coronavirus et celles du handicap sur notre quotidien, c'était assez flagrante. Il y a eu déjà un éloignement du travail, une réadaptation d'un nouveau quotidien, des rencontres, on pouvait rencontrer des difficultés financières, etc., etc. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, c'est sur la frise qu'on a mis là. La différence, c'est qu'à la fin, finalement, pour le handicap, il y a une continuité, très souvent, à vie, et tandis que pour le coronavirus, il peut y avoir un vaccin ou autre qui peut venir tout changer. Donc, les similitudes, on les a mis en place et on a décidé de mettre en place une campagne de sensibilisation. Donc, c'est assez fragile comme sujet, c'est assez sensible, on ne savait pas exactement comment le mettre en place. Et finalement, en fait, on s'est dit, on va le montrer exactement comme nous, on l'a ressenti. On va mettre en place un sondage durant lequel on va poser des questions sur le ressenti des personnes, sur les conséquences qu'a pu avoir le confinement, le coronavirus. Et par rapport aux réponses, finalement, en fait, en remplaçant juste le mot coronavirus par handicap, on obtenait les mêmes réponses. Donc, si je vous donne un exemple, par exemple, quand on posait la question, pensez-vous avoir suffisamment été préparé ou informé aux conséquences du coronavirus sur votre quotidien? Si on pose la même question sur le handicap, pensez-vous avoir suffisamment été préparé et informé aux conséquences du handicap sur votre quotidien? Finalement, en fait, on n'y est jamais prêt. Et cette situation-là, c'était de se dire que le handicap, il tombe exactement comme le coronavirus, de façon imprévue, de façon soudaine, et d'identifier les personnes avec un sujet qui les a touchés. Pour beaucoup de personnes qui ne sont pas touchées par le handicap, finalement, le coronavirus, ça disait effectivement, avant, je n'étais pas concerné, mais aujourd'hui, je le suis. Donc, une fois que ce sondage était fini, c'est là qu'on faisait découvrir, on annonçait aux participants de Poteau Rose, on lui montrait que finalement, en fait, il avait participé à une campagne de sensibilisation cachée à grande échelle. Comment dirais-je, il a vécu en fait une situation de handicap sans même le penser via le coronavirus. Et là, en fait, il y avait un film d'animation qui était présenté sur lequel, alors je vous invite à le visualiser. Je pense que les liens pourront être mis sur le chat. Mais c'est vrai que la relation est extrêmement proche et finalement le débouché est intéressant. Donc ce projet, il a été réalisé en partenariat avec la FRM, donc la Fondation pour la recherche médicale, à laquelle on s'était engagé, vu que cette campagne était personnalisable pour nos clients qui le souhaitaient. On reversait 10% du chiffre d'affaires qui avait été fait. C'était important pour nous, non pas seulement de mettre en place une campagne en lien avec le handicap et le coronavirus, mais également finalement de participer aux solutions qui peuvent être trouvées par la FRM. Et on a également eu la chance et l'honneur d'être récompensé par le prix du coup de cœur du jury du Trophée de la Com 2020. Oui, c'est un très beau projet et qui montre vraiment qu'il y a de l'innovation et de la pertinence, en tout cas, dans cette réponse. On va, au vu du temps, plutôt, je vais communiquer le lien de la vidéo sur le support, en même temps que le support qui vous sera envoyé en fin de web atelier. Pour rester dans cette dynamique d'innovation, on a bien compris qu'il y a un moteur de développement pour Novacenco. On pourra peut-être conclure sur quels sont les projets pour demain et à quels enjeux peuvent venir répondre en matière de RSE côté Novacenco. Alors, juste en 2 mots, je fais l'alerte du temps parce qu'on est déjà en retard et il faudrait vraiment que tout le monde puisse avoir le temps de parole prévu.
Désolé, j'ai tendance à être bavard. Je vais vraiment finaliser rapidement. Voilà, c'est vrai que quand j'ai récupéré Novacenco, il y avait donc toute son histoire au préalable. J'avais également, moi, un bagage et j'avais donc venu également avec un côté start-up sur lequel on avait mis en place, on avait commencé à travailler sur une offre d'apprentissage neurolinguistique de langue étrangère. L'idée, c'était d'associer une technologie, donc la réalité virtuelle, l'immersion et le lâcher-prise pour finalement apprendre une langue étrangère en moins de 2 mois. Donc ça, c'est un produit qu'on développe chez Novacenco aujourd'hui, que j'ai ramené. Comment est-ce qu'on arrive à cette innovation? J'ai envie de dire tout simplement qu'une agence de communication et entreprise adaptée, on ne pouvait pas ne pas s'attaquer à un handicap qui est vraiment particulier, qui est finalement la communication. Quand on est dans un endroit et qu'on n'arrive pas à communiquer, que ce soit dans une entreprise, finalement, c'est également une cause à isolement dans la société, c'est également un manque à gagner pour l'entreprise. Et nous, il nous fallait apporter une solution à ça. Donc aujourd'hui, on est à l'étape 2 et même l'étape finale, j'aurais envie de dire, avant la commercialisation du produit. On est en train de mettre en place justement un partenariat avec l'ENSC, qui est l'École nationale supérieure et cognitique, afin de mettre en place une étude scientifique qui sera reconnue mondialement. Nous, on a déjà fait nos tests en interne, mais le fait d'avoir ce tampon-là nous montrera que finalement, le handicap peut être, je n'aurais pas de dire guéri, mais en tout cas réglé par des personnes en situation de handicap également, puisqu'on le connaît, puisqu'on a développé cette force de résilience-là et qu'on arrive à traiter ces solutions, enfin ces problèmes. Je laisse la parole, désolé. Oui, merci Johan. Eh bien, sans plus tarder, on va donner la parole donc à Caroline Bouy. Caroline Bouy, qui est responsable commerciale de l'ESAT Cedatra. C'est un ESAT assez représentatif des prestations dans le domaine. Vous avez développé, donc, Caroline Bouy, entre autres, des prestations de fabrication de supports publicitaires. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots et puis nous en dire plus sur ces fabrications de produits que vous faites au sein de l'ESAT Cedatra. Oui, bonjour à tous. Je vous présente brièvement Cedatra. Vous m'entendez? Oui. On vous entend très bien. Oui, donc je vous présente brièvement Cedatra. Cedatra, c'est un ESAT qui est situé dans le Pas-de-Calais. Il a été créé en 1978 et il accueille aujourd'hui 392 travailleurs. Donc Cedatra, c'est 3 pôles de compétences, 2 activités qu'on pourrait considérer comme traditionnelles pour un ESAT, les espaces verts, la sous-traitance industrielle, et une activité moins courante en ESAT, c'est la fabrication propre. Et là, j'insiste, fabrication propre d'articles de papeterie. Donc, je vous propose un petit zoom sur cette activité et vous comprendrez pourquoi après. Donc, fort de l'expérience de nos ouvriers et des compétences qu'ils ont développées depuis maintenant 40 ans, nous fabriquons des articles de classement en papeterie dans les gammes classement, archivage, beaux-arts. Et là, il s'agit de produits standards qui sont gérés en stock, mais on fabrique aussi des produits spécifiques. Et nous fabriquons aussi des supports de communication personnalisés, comme vous pouvez le voir sur le slide ci devant. Donc, merci. La filière papeterie et fabrication donc, de supports publicitaires, on le sait, est très compétitive avec de grands acteurs privés qui sont donc sur le marché. Comment est-ce que l'ESAT Cedatra s'est développé dans ce contexte et on a tiré un avantage pour ses clients? Oui, comme vous dites, la filière papeterie n'est pas une filière très facile, je dirais, très concurrentielle. Donc, dans un premier temps, on avait commencé uniquement à fabriquer des produits de classement standards qui étaient vendus à des fournituristes comme l'IRECO, des papetiers. Et après, au niveau des années 90, on a été confronté à un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu une concentration des papetiers. Donc, mes concurrents ont commencé à automatiser, puis après ça a été des délocalisations de production en Europe de l'Est ou des productions qui étaient confiées à des usines asiatiques. Donc on a été confronté à une grosse baisse de volume, je dirais, sur nos produits standards. Donc on a choisi à ce moment-là de développer les produits les supports de communication, parce que ils requièrent le même parc machine que nos produits de papeterie. Les matières premières sont souvent communes et surtout, nos travailleurs avaient développé des compétences qu'on ne souhaitait pas perdre et les réaffecter sur d'autres activités.
Donc aujourd'hui, on est à 40% sur du produit spécifique. Hein. Donc la majeure partie de notre clientèle, c'est essentiellement des revendeurs. Il s'agit d'imprimeurs, hein, de bureaux de fabrication, d'agences de communication. Et donc on travaille indirectement, j'ai bien indirectement, avec des entreprises, ça peut être des entreprises de luxe comme je sais pas, LVMH, pour lequel on a fait un classeur d'acceptation des produits finis. Ça peut être aussi des musées nationaux. On a eu l'occasion de réaliser des mini cartons à dessin pour les boutiques des musées. Par exemple, le musée d'Orsay, on a fait un petit carton à dessin pour l'exposition Cartier. Ou un carton à dessin pour l'exposition Vinci au Louvre. Hein. Donc, on travaille essentiellement de manière indirecte. De manière confidentielle, il nous arrive de travailler en direct avec des entreprises. Hein. Par exemple, on a, fabriqué pour Cofeli, aujourd'hui Engie, des classeurs personnalisés via un appel à projet qui était passé via le GEAC, hein, le GESAT. Donc, on a dû être innovant par rapport à cette fabrication de classeurs parce qu'au niveau du cahier des charges, il y avait une caractéristique technique qui paraissait même pour nos confrères du milieu ordinaire impossible à résoudre. On a quand même réussi à résoudre cette problématique. La mission étant réussie, la correspondante handicap avec qui on avait travaillé de manière rapprochée, qui était à l'époque Elvire Cahu, nous a confié un autre projet, c'était la réalisation d'un Time's Up. Là aussi, on a dû être innovant. Oui, un Time's Up pour la journée du handicap. Il nous a fallu aussi être innovant parce qu'on contre-colle en 2D, pas en 3D. Hein. Donc au final, on a eu la commande des calendriers de fin d'année. Donc aujourd'hui, nous souhaitons développer justement ce segment des utilisateurs finaux parce qu'on est confronté à un autre problème, c'est la baisse de volume qui est enregistrée par la filière art graphique du fait du développement du numérique. Donc dans cette dynamique, si j'ai bien compris, il y a eu cette nouvelle orientation, segmentation clientèle qui vous a permis de répondre à des enjeux aussi de vos clients. Je suppose aussi en matière vous travaillez un peu plus en proximité et au local avec cette nouvelle clientèle. Quel positionnement du coup a développé les AD-CEDATRA pour répondre aux enjeux de vos entreprises clientes et également donc en matière de RSE? Je dirais tout d'abord, on a toujours voulu se présenter comme une entreprise à part entière, hein, avant que l'on ne commence à parler de RSE. Hein. Donc, c'est-à-dire notre principal objectif, c'était de satisfaire les clients en termes de qualité, le triptyque habituel, qualité, coût, délai, hein, pour que les clients puissent nous confier leurs projets en toute sérénité, je dirais. Mais en plus de ce positionnement qualité qui est propre à toute entreprise, on peut dire que CEDATRA, c'est un partenaire, comme vous le disiez, de proximité. Hein. Nos clients peuvent venir voir les fabrications en cours, peuvent venir contrôler les bons à tirer, c'est un gros avantage. On est aussi un partenaire, donc comme on est un ESAT qui permet une réponse en matière sociale, en matière d'inclusion. Et en plus, on a aussi une démarche environnementale, parce que nos produits sont fabriqués quand c'est possible, bien entendu, avec des matières recyclées. Donc, par exemple, notre carton est 100% recyclé. Il a les labels FSC, PEFC, Blue Angel. Le papier imprimé pour faire les calendriers, les classeurs, les PLV, etc. Il est à 60% recyclé et, imprimé par des imprimeurs Imprime vert. Et du coup, pour conclure sur cette intervention, peut-être est-ce que vous pouvez nous parler de vos objectifs demain pour les AD-CEDATRA dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez mettre en lumière? 2021, j'espère pouvoir, comme je disais précédemment, développer la vente vers les clients finaux. Donc, travaillons en proximité
clients finaux. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est, comment dire, on est face vraiment aux besoins des clients finaux sans intermédiaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Ce que j'aimerais développer aussi, et je pense que c'est nécessaire, c'est développer la co-traitance avec des acteurs de cette filière communication. Parce que je me rends compte que certaines fois, on est confronté, on ne peut pas répondre à certains appels à projets parce qu'il y a une partie qu'on ne va pas faire. Par exemple, moi, j'imprime pas, je sous-traite. Je ne fais pas de création par rapport à… Donc, c'est vrai qu'on pourrait envisager de co-traiter avec une agence de communication qui est dans le, comment dire, dans notre filière communication. Donc, je dirais, pour résumer, ça serait développer la co-traitance. Hein, mais pour développer cette co-traitance, je pense qu'il faut qu'on travaille en amont, déjà qu'on se connaisse, hein, qu'on apprenne à se faire confiance, hein, pour pouvoir être réactif quand l'appel à projet passe et qu'on puisse répondre rapidement. Oui. Je pense donc, que déjà, si certains de ces objectifs sont réalisés, ça serait bien. Et ben, ce sera le mot de la fin sur la co-traitance. Alors, je vais demander sur les intervenants, merci du coup Caroline de ton intervention. Je vais demander à savoir si Philippe Caro est présent dans les participants. Avec les aléas du direct, on a eu quelques difficultés de connexion en début de session. Je vérifie. Non. Eh bien, écoutez, on a un petit souci pour les intervenants. Donc là, c'est les aléas du direct. On va profiter pour répondre à une question. Exactement. On va nous rejoindre via le téléphone. Puis, exactement. Alors, je me permets de revenir un petit peu en arrière. On avait une question de Marie-Estelle Paquet qui nous demandait, donc c'était pour Alain Fichel, je pense, et Altavia. Dans votre partenariat, comment avez-vous accompagné les aménagements de postes, matériel, fourniture, matières premières? Alors, au niveau du partenariat qu'on a mis en place avec Altavia, nous, on réalise les kits, on fait les prestations de collage, d'étiquetage, de mise en kit, et tout ce qui est fourniture, ça, c'est à la charge de Laurent, du côté d'Altavia. Et les aménagements de poste, ça, c'est tout à fait habituel dans nos activités. Hein. On intègre ça complètement. Dès qu'on met en place un nouveau poste de travail, l'aménagement de poste est réalisé en interne par l'équipe de production. D'accord, merci pour cette réponse très concise. Est-ce qu'on a d'autres questions on avance du coup le temps de questions, on l'avait prévu à la fin, mais on va le faire maintenant pour nos différents intervenants. Ou des remarques. Pas de questions. N'hésitez pas, si vous en avez une, à ouvrir le micro, hein, tout simplement. Comme il n'y a pas l'air d'avoir non plus des centaines de questions, je pense qu'on ne devrait pas trop se télescoper. Moi, si je peux juste me permettre. Oui. Tant qu'à faire s'il y a le temps et qu'il n'y a pas de questions, je voulais, malgré les aléas du direct, comme vous le dites, et que finalement, ça pourrait un peu vous décevoir, moi, je voulais vraiment vous féliciter pour l'organisation, pour ce que vous faites, pour que tous les intervenants… C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion entre ESAT et EA finalement de se rencontrer. On est pris dans une spirale du temps et du monde entrepreneurial, mais c'est vrai que c'est important justement qu'il y ait une solidarité finalement entre les acteurs des entreprises adaptées et des ESAT, qu'on puisse collaborer ensemble. Et finalement, on voit qu'en l'espace d'une intervention, Novasenko, par exemple, pourrait penser travailler avec les deux autres intervenants. Et voilà, donc je voulais vous en remercier, vous féliciter, et j'espère qu'il y aura plus souvent la possibilité de pouvoir mettre ce genre d'événement en place, et peut-être, pourquoi pas par la suite, plus en digital, mais peut-être en présentiel. Félicitations. Ah, on l'espère, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que c'était important pour nous de faire un événement aussi dédié à la fois aux partenaires et puis à la fois aux prestataires, parce que pour faciliter effectivement cette rencontre et les échanges, et puis comprendre un petit peu comment chacun fonctionne et quelles sont les attentes de chacun, notamment en matière de RSE. Donc, on est ravis en tout cas de votre présence, hein, parce qu'il y a du monde ce matin. Et on espère très fort pouvoir effectivement transformer ça en présentiel pour une prochaine fois.
J'en profite aussi, du coup, on inverse un petit peu le programme en attendant Philippe Carreau. Sachez qu'on vous donne rendez-vous à tous, ESAT, et entreprises, organisations publiques, le 29 juin pour le lancement de l'Observatoire économique national des achats responsables. Donc, en fait, tous les 2 ans, nous, au réseau GESAT, on fait un état des lieux, une grande enquête. On interroge des ESAT, des entreprises adaptées, des entreprises, des petites entreprises, des donneurs d'ordre public, etc., pour dresser un panorama de la filière et puis pouvoir vous la présenter donc sous forme d'un livret qui présente vraiment l'ensemble du secteur. Et de la soirée de lancement, l'événement de lancement, parce qu'à la base, ça devait être en présentiel, mais l'événement de lancement en ligne aura lieu le 29 juin et je vais vous partager dans le chat le lien d'inscription pour que vous puissiez donc avoir en avant-première un petit peu toutes les tendances du secteur. Peut-être pour rebondir, c'est Alain d'Ateros. Surtout un message à passer à tout le monde, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, venez nous visiter. Ça vous permettra de voir la variété des prestations que l'on peut offrir. Vous verrez aussi l'agilité qu'on peut mettre en place pour réaliser certaines prestations. Donc, vous serez toujours les bienvenus dans nos structures. Claire, si tu veux, je peux dire 2 mots sur Copivert. J'ai l'impression que Philippe a des soucis de connexion avant de conclure. J'ai visité l'entreprise adaptée il y a 2 ans. Et j'ai été en lien à l'époque aussi chez Altavia. Sur ce sujet, ça sera quand même l'occasion de faire un focus intéressant dessus. Vas-y. Je peux juste passer le slide suivant du coup. Donc Copivert, je ne sais plus dans quelle ville ils sont dans le 92. Et ils sont imprimeurs, ils sont proches de Paris. Ce qui est intéressant chez Copivert, on a eu le cas avec d'autres entreprises adaptées ou ESAT sur ce secteur, c'est que très tôt, avant que ça soit vraiment la mouvance, ils ont, en parallèle d'être une entreprise adaptée, développé une démarche RSE forte. Alors moi, je ne parlerai pas aussi bien que lui, mais dans la globalité, au niveau des prestations, je vous invite à le solliciter et à visiter le site de production. C'est hyper moderne, hyper intéressant. Au niveau du parc machine, ça a été complètement revu. Donc, moi, je suis pas un spécialiste de l'impression non plus, mais qu'on soit sur de l'offset ou du numérique, sur différentes typologies de taille, cet aspect-là a été développé. Techniquement aussi, ils ont développé, et en partie aussi avec Altavia, des solutions de commande automatique en ligne. Ce qui est assez moderne aussi sur le secteur. Hein. Je crois que tu étais avec moi, Marie-Thérèse, quand on avait visité Copivert. En parallèle de ça, il y a toute la démarche RSE qui a été anticipée chez Copivert. Et ce qui est intéressant aussi dans cette démarche-là, et c'est le cas d'autres entreprises, c'est que forcément, il y a un aspect commercial dans le fait de proposer, et tu peux passer juste le slide suivant, de proposer cette démarche RSE et ce triptyque, mais il y a aussi une culture d'entreprise. C'est-à-dire que à travers cette démarche, il y a à la fois la qualité de prestations, de fabrication sur le print, le respect environnemental dans les parcs de véhicules, dans les typologies d'impression, dans la manière d'imprimer, dans les typologies de support. Enfin, il a vraiment travaillé tous ces aspects-là. Et au niveau de ses salariés, au niveau de la gestion de l'entreprise, bien sûr, on est vraiment sur ce triptyque. Ce qui est intéressant aussi sur une entreprise qui est quand même une PME, et qui a depuis longtemps développé ces aspects-là. Donc historiquement, il est Imprimeware PEFC. Après, moi, je n'ai pas toutes les certifs, mais il s'est certifié ISO 9001 sur des process qualité. ISO 14001 récemment, ça a été un gros travail chez eux sur cette démarche environnementale. Claire? Oui. Non, je croyais que tu me parlais, pardon. Non. Sur cette démarche environnementale et du coup on obtient un triptyque intéressant, donc à savoir que PEFC et Imprimeware, c'est quand même des certifs ou des normes, des labels plutôt qui sont assez contraignants sur par exemple les typologies de papier, d'encre que vous allez devoir utiliser. La certification ISO 14001 prend vraiment l'intégralité de la chaîne de la fabrication à l'entretien, le recyclage aussi, les parcs machines. Donc tous ces aspects-là ont pu être analysés et pratiqués en amont. Et je sais qu'il y a une relation aussi forte avec Altavia depuis plusieurs années chez Copivert.
Ce qui fait aussi la force de Copivert au niveau de ses prestations, c'est vraiment que le panel de possibilités en print est très large. C'est souvent un exemple qu'on donne, on a d'autres imprimeurs aussi dans le réseau qu'on donne. Les clients, enfin les entreprises nous qu'on accompagne, les clients des ATEA n'ont pas forcément ce réflexe-là également du print et de tout ce qui peut toucher derrière le print. Et donc passer par un prestataire type Copivert, ça permet aussi d'engager votre entreprise dans une démarche RSE, faire appel en fait à un prestataire qui est dans une démarche RSE qui est vraiment à 360 degrés, qui est intéressante. Et après, au niveau prix et au niveau qualité de fabrication, on est vraiment sur des standards. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et j'insiste sur un point qui était un sujet récurrent sur des problématiques qu'on a pu rencontrer avec Altavia ou avec d'autres clients des ESAT et des EA. Il est important de comparer le prix des prestations des ESAT et des EA en France avec des prestataires français et qui réalisent des prestations en France. Le problème qu'on rencontre dans le print, notamment, c'est que beaucoup de prestations sont réalisées en Europe, voire hors d'Europe. Et donc, c'est pas comparable. On n'est pas du tout sur les mêmes typologies d'actions de prestations. On peut avoir la même logique en ce moment, par exemple, avec la fabrication de masques dans les nouvelles typologies de produits. J'ai respecté le timing, mais je trouvais ça important quand même de valoriser et de mettre en avant ce type d'action, d'avoir un imprimeur qui est moderne sur du print et qui a développé bien avant une démarche RSE qu'il a enclenchée. Sachez que voilà, passer des certifications et tous ces labels pour une petite entreprise comme Imprimevert, c'est quand même un process qui est lourd, financièrement et au niveau de la charge. Merci Fabrice pour Merci Fabrice. Alors, on a une question d'Anne-Marie Dunet qui va concerner en fait tous les ESAT et entreprises adaptées présentes dans cette réunion. Anne-Marie demande si certains d'entre vous, certaines entreprises du STPA de manière générale, ont répondu aux différents appels d'offres des Jeux Olympiques 2024 en matière de communication. Alors, je vous ouvre la question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont candidaté, qui ont soumissionné à des marchés ? Je précise juste que on avait fait intervenir, je vais remettre ma caméra, mais on avait fait intervenir aussi les canaux sur la mise en avant des JO sur plusieurs régions de France. On l'avait fait notamment aussi avec Marie-Thérèse ensemble. Et je me souviens qu'en Normandie, en Dimprint, qui est aussi un imprimeur, avait remporté des marchés dans le cadre des JO. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était dans le print, mais ça avait été le cas. Merci. Est-ce que quelqu'un… Oui, alors, pour ça bouge. Ça bouge nous dit que oui. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit mot, Isabelle. On a une petite minute. Oui, bonjour. 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 Vous m'entendez? Oui. On vous entend bien. Oui, tout à fait. Nous, on a répondu à un appel d'offres. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus vraiment aujourd'hui puisque évidemment les process sont en cours et on n'a pas de décision finale qui a été prise. Donc, de la part de Paris 2024, on a répondu à cet appel d'offres en co-traitance. D'accord, très bien. Voilà. Écoutez, pour prestations qui évidemment rentraient dans notre expertise, dans notre cœur de métier, qui peut-être que c'est l'occasion de le rappeler, nous sommes une agence de communication et pour la création et la réalisation de tout type de support de communication. Travailler en étroite collaboration en fait avec le studio de communication de Paris 2024 sur tout type de support, qu'il soit print, vidéo et digitaux. Merci Isabelle. Alors, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, alors on restera en ligne quelques minutes si d'autres questions vous viennent. Et puis par email, n'hésitez pas, vous avez nos contacts. Je reviens juste très rapidement. Vous recevrez ce support avec deux agendas, l'agenda des événements côté donneur d'ordre et puis l'agenda des événements côté ESAT et entreprises adaptées. Donc la prochaine date à bien retenir, et je vous ai mis le lien d'inscription dans le chat, c'est le lancement de l'Observatoire économique national des achats responsables. Donc, on vous attend nombreux le 29 juin pour notre prochain rendez-vous. Et puis, voilà, vous retrouverez nos événements régionaux, nos formations, et tous les événements auxquels on participe ou que l'on anime.
Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Marie-Thérèse, sur l'agenda ESAT-EA. Oui, effectivement, vous retrouverez aussi donc l'agenda des événements ESAT et entreprises adaptées avec du coup les prochains rendez-vous. Notamment, je peux dire 2 mots sur les prochains web ateliers qui auront lieu sur le parcours client et également sur un nouveau cycle de rendez-vous juridiques qui seront sur le b.a.-ba des contrats commerciaux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous attend nombreux pour répondre à vos interrogations et vous inspirer également. Merci Marie-Thérèse. Alors, je vous ai mis dans le chat également une petite enquête de satisfaction, si vous pouviez prendre une petite minute de votre temps pour nous donner votre avis sur ce webinaire. Et on reste en ligne, et ceux qui le peuvent rester en ligne, parce que je crois qu'on avait une question d'Alexis Gimbert qui a levé la main. Oui, tout à fait. Je voulais savoir, parce que j'ai profité, je suis sur le site de Novachenko, je voulais savoir en fait comment se passait la formation des salariés. Est-ce que c'est des personnes qui ont une formation initiale à la base ou est-ce que vous formez en interne? Voilà, je voulais savoir comment vous procédiez. J'ai pas très bien compris la question, excusez-moi. Oui, c'est en termes de formation pour toute votre partie digitale, pour toute votre activité digitale. Est-ce que les salariés que vous avez ont une formation initiale dans ce secteur? Est-ce que vous les formez en interne? Est-ce que c'est un mix des deux? Comment vous procédez de ce point de vue-là? Effectivement, c'est un mix des deux. Alors, j'aurais même envie de dire un mix des trois, parce que du coup, on reçoit des personnes qui sont déjà qualifiées et qui prennent poste. On reçoit des personnes qui ne sont pas qualifiées. Dans ces cas-là, on les forme également, ou en interne, ou via des formations qui vont être adaptées à les amener à la compétence. Et la troisième possibilité, c'est également des personnes qui viennent finalement avec une qualité déjà sur un poste, et finalement qui ne se voient pas adaptés, ou que ça ne leur plaît pas, ou ils ont besoin d'être épanouis sur autre chose. Dans ces cas-là, on les fait évoluer sur un autre poste. Et effectivement, ça peut être toujours, voilà, ou avec des formations, ou tout simplement parce que nous-mêmes en interne, on a pu voir que la personne serait plus adaptée sur un autre poste. Et ça, c'est des choses qui nous arrivaient à plusieurs reprises. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ceux qui ont des impératifs, n'hésitez pas à y aller. On vous remercie tous. Et si vous avez encore quelques questions, nous restons en ligne. On semble avoir fait le tour. Oui. Eh bien, écoutez, encore une fois, grand merci à nos intervenants. Merci d'avoir respecté les timings. Merci d'avoir été présents. Et puis, merci à tous nos participants et à vos questions. Et à très bientôt. Merci pour l'organisation. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.